Bonjour, voici un exemple de problème lié aux notions de projectiles du cours de physique 5061. Donc, ici, on a une petite mise en situation, puis on va vraiment suivre toutes les différentes étapes de résolution pour arriver à une réponse le plus efficacement possible et de façon le plus structurée possible. Première étape, ça va être vraiment de lire le texte puis de schématiser la situation. Donc, des fois, même quand la situation est simple, de faire un schéma, ça aide vraiment à valider si on comprend bien tous les éléments qui sont dans la question. Donc, on va lire ensemble. Marcus et Stella, membres de la célèbre Patte Patrouille, cherchent à savoir qui est capable de lancer un os le plus loin. Marcus lance son os horizontalement avec une vitesse initiale de 100 mètres par seconde. Stella, qui est plus futée, lance son os avec un angle de 45 degrés avec le sol, mais avec une vitesse de seulement 30 mètres par seconde. Sachant que les deux chiens lancent d'une hauteur de 50 cm, qui lancera son os le plus loin et quelle sera la distance entre les deux points d'impact avec le sol. Donc, on va faire notre schéma. Toujours important, c'est de se donner des axes de référence. Ça nous permet de déterminer qu'est-ce qui est un déplacement positif, qu'est-ce qui est un déplacement négatif. On sait que nos deux os vont partir de la même hauteur, qui est de 50 cm, ou alors 0,5 m. Et par contre, les deux vont avoir une trajectoire différente. Donc, Marcus, qui lui lance à l'horizontale, va avoir quelque chose comme ça. Et Stella lance, elle, avec un angle de 45 degrés, et va avoir quelque chose comme ça. Donc, on peut venir indiquer nos angles. Donc, si j'ai 45 degrés, je vais aller ajouter mes vitesses, 50 mètres par seconde et 100 mètres par seconde. Donc, ce qu'on va chercher à savoir, donc, je suis rendu à mon point 2, en fait. Maintenant que j'ai mon schéma, on va venir identifier qu'est-ce qu'on cherche. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à trouver dans le fond? On veut connaître la distance à laquelle va atterrir chacun des os. Donc ici, peut-être pour Stella, on va l'appeler delta X Stella. Puis pour Marcus, on va l'appeler delta X Marcus. Donc ici, delta X M, c'est ce qu'on cherche. Et delta X S aussi. Donc on a vraiment deux choses qu'on cherche à trouver. Puis dans la question, on veut savoir qui va lancer le plus loin, puis quelle va être la distance entre les deux points d'impact. Donc, on a vraiment besoin des deux distances pour pouvoir identifier celle qui va atterrir le plus loin et la distance entre les deux. Là, sur mon schéma, j'ai mis que ma trajectoire en rouge atterrit plus loin que la trajectoire en bleu, mais ce ne sera pas nécessairement le cas. C'était vraiment simplement pour schématiser ma situation. Vous pouvez faire pause, puis à vous faire votre propre théorie sur qui vous pensez qui va se rendre le plus loin. Troisième étape, on va venir identifier les variables qu'on connaît. Donc, troisième étape. Puis là, je vais me séparer en deux. Je vais faire les variables que je connais pour Marcus et les variables que je connais pour Stella. Donc, pour Marcus, je connais mon y initial, mon y final. C'est 0,5 m et mon y final va être 0 m. Parce qu'on part d'une hauteur de 0,5 m et on se rend jusqu'à une hauteur de 0 m le sol. Ça va être la même chose pour Stella. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait d'autre? Pour Marcus, on connaît notre vitesse initiale, qui est de 100 mètres par seconde. Puis pour Stella, ma vitesse initiale, qui est de 50 mètres par seconde. Par contre, comme on est dans une situation de projectile, on sait que ce qui nous intéresse, ce qu'on va avoir besoin, c'est de séparer notre mouvement en X et en Y. Donc, je vais avoir besoin de ma vitesse en X et ma vitesse initiale en Y. Pourquoi je n'ai pas mis vitesse initiale en X? Parce que on se rappelle que dans un mouvement de projectile, le déplacement en X, c'est un MRU, donc il n'y a pas d'accélération, donc sa vitesse va être constante. Alors que le mouvement Y a une vitesse initiale et une vitesse finale puisqu'il s'agit d'un MRUA. Ce qui m'amène donc aussi à dire que mon accélération en Y, dans les deux cas, va être de moins 9,8 mètres par seconde carré, puisque c'est l'accélération gravitationnelle, c'est ce qui va attirer notre os vers le sol. Et ça va être la même chose des deux côtés. Pour Marcus, si je m'attarde à ma vitesse en X, ma vitesse initiale en Y, ma vitesse en X, c'est 100 mètres par seconde parce que mon os a été lancé horizontalement.
Puis ma vitesse initiale en Y va être de 0 mètres par seconde. Pour ce qui est de Stella, il va falloir faire un peu de trigonométrie. Donc, elle a lancé son os avec une vitesse de 50 mètres par seconde avec un angle de 45 degrés. Donc, pour avoir ma vitesse en X et ma vitesse initiale en Y, il va falloir faire donc de la trigo. Pour en X, on va avoir, c'est le côté adjacent. Donc, si je vais de la façon longue, puis après ça, je vais accélérer dans le futur. Donc, le cosinus de 45, ça va être égal à côté adjacent, qui est ma vitesse en X, sur mon hypoténuse, qui est 50 mètres par seconde. Donc, ma vitesse en X est égale à cos de 45 fois 50. Parce que j'ai écrit 50 depuis le début, mais c'est 30. Alors, désolé, on va aller faire la correction. Hein, ça arrive de faire des erreurs. Donc ici, on va corriger. On avait bien 30 mètres par seconde comme vitesse initiale, 30 mètres par seconde, et 30. Et ici aussi, la cos de 45 fois 30. Donc, si on fait notre calcul, cos de 45 fois 30, et assurez-vous que votre calculatrice est bien en degrés, ça va donner en 21,2 mètres par seconde. C'est un triangle ici qui a deux angles de 45 degrés, donc la vitesse initiale en Y et la vitesse en X devraient être identiques. Hein, c'est un triangle que ces deux côtés-là sont de même longueur. Donc, ça va donner la même chose. Sin de 45 fois 30 va aussi donner 21,2 mètres par seconde. Alors, maintenant que j'ai identifié ce que je cherche et toute l'information que j'ai initialement, je vais me pencher sur chacun des deux cas, un après l'autre. Premièrement, si on prend la situation de Marcus, puis ça va nous aider aussi par la suite quand on va parler de la situation de Stella. Dans une situation de projectile qu'on cherche à trouver la portée, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, dans le cas de Marcus, je vais venir séparer en deux mon cadre pour mes calculs. Ce qu'on doit faire, c'est on doit se demander qu'est-ce qui va venir mettre fin au mouvement de notre os. Donc, si je redessine la trajectoire de l'os, il part d'une certaine hauteur et il va se déplacer vers la droite jusqu'à ce qu'il touche le sol. On se rappelle que dans un mouvement en deux dimensions comme ça, d'un projectile, le mouvement X et le mouvement Y sont complètement indépendants. Donc, ce qui vient mettre fin au mouvement de notre projectile, en fait, c'est le mouvement Y. Donc, c'est notre mouvement Y, notre chute vers le sol, qui va déterminer pendant combien de temps est-ce que notre os se trouve dans les airs. Notre objectif, en fait, dans ce genre de problème-là, c'est à chaque fois que c'est le sol qui vient arrêter notre mouvement, on doit se servir du mouvement Y pour venir identifier pendant combien de temps est-ce que l'os a été dans les airs. Une fois qu'on sait pendant combien de temps l'os a été dans les airs, on peut utiliser notre équation, notre vitesse en X pour déterminer la distance parcourue par l'os. Alors, ce que je vais me faire, c'est je vais venir séparer. Je vais venir remarquer mes données une autre fois. Quand vous serez habitué, vous n'avez pas besoin d'y aller avec autant d'étapes, mais je vais venir mon mouvement X, mon mouvement Y. Pour m'aider à m'en rappeler, je vais venir identifier mon mouvement X, c'est un MRU. Mon mouvement Y, c'est un MRUA. Donc, ma vitesse en X, on avait bien identifié que c'était 100 mètres par seconde. Puis, là, je suis rendu dans le fond à l'étape d'identifier les formules que je vais utiliser. Pour le MRU, dans les faits, il y a seulement une formule qu'on utilise et c'est la suivante. Ma vitesse est égale au déplacement sur le temps. Donc, c'est les trois seules variables que je peux avoir à identifier quand je suis dans un mouvement en X. Puis si on regarde dans toutes mes données que j'ai, ma seule donnée que je connais qui est reliée à mon mouvement en X, c'est celle-là. C'est ma vitesse en X. Mes deux autres, donc, mon déplacement, c'est ce que je cherche, donc je ne l'ai pas encore. Et mon temps, je ne le connais pas. Mon temps, je vais devoir aller utiliser mon mouvement Y pour le déterminer. On va faire la même chose donc de l'autre côté. Pour le mouvement Y, on va identifier toutes les données qu'on a qui sont spécifiques au mouvement Y. Donc, j'ai mon Y initial, mon Y final, ma vitesse initiale en Y et mon accélération. On va les remarquer pour la forme. Donc, Y. Donc,
Y initial 0,5 mètres, Y final 0 mètre, vitesse initiale en Y 0 mètre par seconde, et mon accélération Y, moins 9,8 mètres par seconde carré. Puis on a déterminé il y a quelques instants que ce qu'on a besoin de trouver, c'est notre temps. Donc, c'est le moment d'aller voir notre liste de formules de cinématique et d'identifier celle qui va nous permettre de trouver l'information qui nous manque. Dans ce cas-ci, la formule qui vous nous intéresser est la suivante. Delta S est égal à vitesse initiale fois delta T plus 1/2 fois A fois delta T au carré. Pourquoi c'est celle-là qui nous intéresse? Parce que delta S, on est capable de le trouver à partir de Y initial, Y final. Vitesse initiale, je la connais. Mon accélération, je la connais. Donc, mon seul inconnu dans ce problème-là, c'est le temps. Puis quand on a une équation où on a une seule inconnue, on est capable de le résoudre. Donc, il suffit que de venir par la suite, on est rendu ici, on se rappelle bien à la 5e étape, résoudre pour cette section-là du moins, pour Marcus. On va venir remplacer dans mon équation. Donc, delta S, c'est le déplacement. Dans ce cas-ci, c'est un déplacement Y. Donc, ça va être Y final moins Y initial. Ça va être delta S. Donc, dans ce cas-ci, 0 moins 0,5 mètres. Donc, ça va être moins 0,5 mètres. Donc, on remplace. Moins 0,5 mètres est égal à ma vitesse initiale en Y, qui est de 0. Donc, 0 fois delta T, plus 1/2 fois A, moins 9,8. Pardon, mettre nos unités. Mètres par seconde carré, fois delta T au carré. Donc, on obtient moins 0,5 est égal à 0 fois delta T, ça s'annule. 1/2 fois moins 9,8, ça fait moins 4,9 delta T au carré. On va isoler notre delta T au carré en divisant par moins 4,9 de chaque côté. Et on obtient donc 0,102 est égal à delta T au carré. Puis il nous reste à faire notre racine. Donc on fait la racine de chaque côté et on obtient 0,32 est égal à delta T. Dans ce cas-ci, ce sont des secondes. Donc on vient d'apprendre que l'os de Marcus va rester dans les airs pendant 0,32 secondes. Donc ici, on était dans notre mouvement en Y. Maintenant, on peut prendre cette information-là et l'amener dans notre mouvement en X. Donc, on a notre formule qu'on avait identifiée tout à l'heure. Ma vitesse est égale à delta X sur delta T. Et maintenant que je connais mon delta T, je peux venir isoler mon delta X. Donc, on va venir remplacer. Ma vitesse était 100 mètres par seconde, qui est égale à delta X sur mon delta T, 0,32 secondes. Donc, on va venir isoler notre delta X. Donc, 100 fois 0,32 égale delta X. Et la réponse est donc 32 mètres. Donc, même s'il lance à 100 mètres par seconde, comme il a lancé horizontalement, son os va seulement parcourir 32 mètres avant de toucher le sol. Je vais venir identifier sur mon graphique la distance parcourue par l'os de Marcus. Je vais faire le même processus pour Stella maintenant. Vous allez voir, ça va être un petit peu plus compliqué, mais par la magie du vidéo, je vais sauter une ou deux étapes, je vous reviens. Donc voilà, je suis venu faire le même processus. J'ai réécrit mes données en les séparant pour ce qui est lié à X, qui est un MRU, et un Y pour ce qui est un MRE. Puis on va voir que c'est le même principe. On a besoin de connaître notre delta T pour connaître notre delta X. Donc on veut savoir pendant combien de temps l'os va être dans les airs. Comme on sait, notre vitesse en X, elle est constante. Si on sait notre temps dans lequel on est dans les airs, on est capable de calculer notre déplacement en utilisant la même formule, c'est-à-dire ma vitesse est égale au delta X sur le delta T. Puis comme le delta X, c'est ce qu'on cherche à trouver, et que je connais ma vitesse, c'est le delta T qui est la clé. Et comme pour notre autre situation, on va devoir utiliser notre mouvement en Y pour déterminer pendant combien de temps là c'est dans les airs. Parce que c'est de toucher le sol qui va arrêter notre mouvement. Donc, on va regarder ici avec les données qu'on a.
le delta t qu'on cherche. On va aller identifier la formule qu'on a besoin. Donc, c'est la même. Pardon, la couleur. Donc, delta S est égal à vitesse initiale fois delta t plus 1/2 à delta t au carré. Tout comme pour la situation de tantôt, notre delta S, ça va être égal à notre y final moins y initial, ce qui est égal à 0 moins 0,5 mètres, ce qui fait moins 0,5 mètres. On remplace dans la formule, moins 0,5 mètres est égal à, là, cette fois-ci, notre vitesse initiale n'est pas égale à 0, donc ça va compliquer notre calcul. 21,2 fois delta t plus 1/2, 21,2 mètres par seconde, plus 1/2 fois moins 9,8 mètres par seconde carré fois delta t au carré. On va venir simplifier un peu. Donc, je vais enlever mes unités pour nous aider à visualiser un peu mieux nos calculs. C'est égal à 21,2 delta t moins 4,9 delta t au carré. Donc, quand vous arrivez dans une situation comme ça, vous avez votre inconnu qui est 2 fois dans votre équation, une fois au carré et une fois sans exposant. Bien, vous êtes dans une situation où vous allez devoir résoudre une équation quadratique et sortir vos connaissances de secondaire 4. Donc, un rappel rapide, quand vous avez ce genre de situation à résoudre, vous devez mettre votre équation à 0. Donc, on va prendre notre 0,5, on va envoyer de l'autre côté. Donc, ça va faire 0 est égal à, je vais changer l'ordre, moins 4,9 delta t au carré, plus 21,2 delta t, plus 0,5. Une fois que vous avez mis égal à 0, il y a plusieurs façons de résoudre. Celle avec laquelle vous êtes probablement le plus habitué et qui est la plus utilisable en physique, c'est d'utiliser la formule quadratique. Donc, delta t, ça va être égal à moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Puis on se rappelle peut-être que ça fait longtemps. Donc, b, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur qui se trouve devant votre variable inconnue qui est sans exposant. A, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre qui se trouve, qui vient multiplier votre variable qui est au carré. Et C, qu'est-ce que c'est? C'est votre unité seule ici. Donc, C, A, B et C. Donc, je ne le ferai pas nécessairement au complet avec vous. Si vous voulez réviser pour ça, vous pouvez demander à votre enseignant là, des exemples. Ce n'est pas tout à fait de la matière du cours, c'est quelque chose qui devrait déjà être un acquis. Donc, je vais y aller rapidement. Si je viens remplacer, delta t va être égal à moins 21,2 plus ou moins racine de 21,2 au carré moins 4 fois moins 4,9 fois 0,5. Tout ça sur 2 fois moins 4,9. Donc, juste le seul élément sur lequel je vais revenir, c'est ici le plus ou moins. Il faut vous rappeler que ça va vous donner 2 réponses. Et avec la magie du vidéo, on va aller voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, ça va donner 2 réponses. Donc, delta T1, delta T2. Donc, la première réponse possible, c'est moins 0,023 secondes. Et ma deuxième réponse possible, c'est 4,35 secondes. Donc, est-ce que c'est réaliste dans notre situation que notre A soit dans les airs pendant un nombre négatif de secondes? Non. Donc, on peut éliminer notre delta T1, puis se concentrer sur notre deuxième réponse, qui est notre delta T de 4,35 secondes. Donc, je vais venir le marquer en haut ici. On a 4,35 secondes. Il nous reste donc qu'à appliquer notre formule de MRU. On a notre vitesse en X et notre delta T. Donc, je vais venir remplacer dans cette formule. Donc, 21,2
mètres par seconde est égal à delta x sur 4,35 secondes. Donc, on vient isoler notre delta x. Ça va faire 1,2 mètres par seconde fois 4,35 secondes égale delta x, ce qui donne un delta x de 92,22 mètres. Donc, on va venir le marquer sur notre schéma. Là, on voit que j'étais complètement dans le champ. 92,22 mètres. On peut donc, puis là, vous pouvez faire différemment dans vos calculs, mais je vais venir répondre à la question, finir ma réponse. Je vais venir le faire ici. Donc, la distance de Marcus, c'est 32 mètres. Et Stella, 92,22 mètres. Donc, une autre démonstration que la force brute ne gagne pas toujours. Hein? C'est pas parce qu'il lance 2 fois plus fort qu'il va se rendre plus loin. Donc, si je venais à mettre ma réponse en mots, donc, Stella a lancé son os plus loin. Et on nous demandait la distance entre les deux, donc je vais venir le calculer. Donc, la différence, c'est 92,22 moins 32, ce qui fait 60, environ 60 mètres. Donc, je vais compléter ma réponse en texte. Stella a lancé son os plus loin de 60 mètres. Bravo. Stella. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé sur les calculs de projectiles. Il y a d'autres diverses situations auxquelles vous pourrez faire face, mais c'est vraiment de toujours vous poser la question, est-ce que c'est mon mouvement X ou mon mouvement Y qui va arrêter le mouvement? Ensuite, vous servir de ce mouvement-là pour trouver votre delta T. Puis une fois que vous avez le delta T, vous allez l'appliquer dans le deuxième mouvement. Dans la grande majorité des cas, c'est votre Y, votre mouvement Y va venir mettre fin au mouvement, mais il y a des situations comme par exemple si je lance une balle sur un mur ou une flèche sur une cible, où c'est le mouvement en X qui va mettre fin au mouvement, et vous allez devoir calculer un delta Y. Donc, bonne chance, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.